Il y avait 60 000 personnes, 2000 personnes qui regardaient en plus en live les keynotes. On a eu plus de 3500 sessions avec plus de 3000 speakers. Je crois que les speakers, c'est souvent des personnes de chez AWS et puis régulièrement aussi couplé avec des clients ou des partenaires qui sont sur scène pour parler de use case et comment ils utilisent les technos. On a eu 530 updates cette année, sachant que de plus en plus, c'est un peu la mode. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'updates qui sont mises juste une semaine avant Reinvent. Donc en fait, dans les news, déjà une semaine avant, il y a beaucoup de choses. Et cette année, on est vraiment sur du 414 avant Reinvent et 116 pendant Reinvent. Donc on commence à avoir une contre-conférence la semaine d'avant, où il y a les annonces qui sont faites. Et voilà. On va vous présenter, on ne va pas voir les 530 updates, hein, parce qu'on n'a pas toute la nuit. Donc on a chacun choisi une liste d'annonces qu'on trouvait pertinentes, sympas, qui n'étaient pas trop sur des trucs niches. Donc voilà, c'est notre avis sur ce qu'on a trouvé cool. Dans les annonces, il y a plusieurs types d'annonces. Donc ça, c'est le code couleur. Il y a des annonces qui vont être sur des choses qui sont passées en Generally Available. Il y a des choses qui vont être en public preview, en gated preview. Donc allez, sur chaque slide, il y aura un petit code couleur avec GA, PP, P ou CS pour savoir si c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, si c'est quelque chose qui est toujours en preview ou qui vient de sortir en GA. OK. Avant de commencer dans les annonces, AWS Builder Center, c'était le grand lancement à Reinvent de la plateforme qu'on a lancée il y a quelques mois déjà. L'idée, c'est que ça devienne le hub pour s'en mettre sur AWS. Vous pouvez vous connecter avec un Builder ID qui est en train de devenir petit à petit notre SSO. Si vous êtes sur Skill Builder, c'est aussi avec Builder ID maintenant qu'on se connecte, etc. Vous allez retrouver tout. Il y a tout, plein d'articles, des workshops. C'est là aussi on a lancé le petit outil là, avec tous les services pour savoir dans quelle région, quel service était dispo. Ce genre de choses. Vous pouvez créer un compte et même si vous avez un compte, vous pouvez même vous-même écrire des articles dessus. C'est plutôt cool. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est là. Sinon, Google AWS Builder Center, vous allez retomber dessus. Good. Eh bien, je te laisse commencer par Compute et Container. C'est vrai que je commence direct. Donc on va faire une petite revue enfin vous avez maintenant un peu l'habitude des reinvent et des récaps. On va faire par catégorie de service. Donc là on va commencer par la partie compute et conteneur. Première annonce qui est sur les nouveaux processeurs d'architecture ARM. Qui sait ce que c'est les entre x86, ARM, quelques-uns. Donc c'est une architecture qui va être un peu différente, qui va être beaucoup plus efficiente. Vous voyez, en termes de performance, on va être aussi beaucoup moins consommateur de ressources. Donc ce qui va faire que le prix performance de ces processeurs-là va être beaucoup plus intéressant. Et donc ce qui va dire plus intéressant, moins coûteux pour vous, potentiellement plus efficace pour vos applications. Donc là, c'est la 5e génération déjà de ce processeur ARM Graviton, donc qui a été construit par AWS. Donc on est fondeur comme un Intel. On fait nos propres puces qui s'appellent Graviton. Assez simple pour mettre entre guillemets à jour vos instances qui sont déjà sur Graviton. Changez juste de type d'instance pour bénéficier de ces nouveaux processeurs. Avec toujours le petit code nomenclature, en tout cas pour les instances chez AWS, avec notamment le petit G à la fin, donc M9G, qui veut dire que c'est la 9e génération memory avec processeur Graviton. Quand vous voyez un nom d'instance avec un G à la fin, c'est que forcément ça tourne sur des architectures ARM avec Graviton. Sur le service EKS, donc pour faire du cube sur AWS en mode managé, jusqu'à maintenant c'était managé d'un point de vue control plane, mais pas totalement. Vous deviez quand même mettre en place un certain nombre d'outils de la communauté Kubernetes pour maintenir en opération et surtout pouvoir opérer sur ce cube. Là maintenant dans EKS, on va avoir un certain nombre de ces outils-là pour vous aider, notamment sur la pipeline CI/CD avec Argo CD, pour gérer toutes les ressources avec Act,
Donc ça, c'est des choses qui vont être finalement managées pour vous plutôt que de les maintenir vous-même. Donc ça facilite encore la gestion de vos clusters sur EKS. On a annoncé aussi la possibilité, d'un point de vue compute, d'interrompre des réservations de capacité. Alors qu'est-ce que ça veut dire réservation de capacité? Quand vous avez potentiellement une application qui va consommer des ressources à un instant T, il y a par exemple un Black Friday, vous savez que vous allez exploser pendant le Black Friday, vous voulez être sûr d'avoir les ressources nécessaires à ce moment-là. Ou vous lancez une campagne de pub, ou vous passez à la télé, vous passez à qui veut être mon associé, et vous voulez être sûr d'avoir toutes les ressources nécessaires. Vous allez faire cette réservation de capacité, ce qui veut dire que vous payez en avance cette réservation de capacité et on vous assure que le moment T, on vous fournisse cette capacité-là. Versus, je vous rappelle, du on-demand. On-demand, c'est jusqu'à que la capacité du service soit atteinte. Il est possible sur des instances EC2 qu'il n'y en ait plus parce qu'il n'y en a plus de dispo. Le cloud, c'est magique, mais à un moment, il y a une limite. Quand il n'y a plus de serveurs dispo, plus de serveurs dispo. Donc là, le but, c'est de pouvoir revenir en arrière en fait, sur sa capacité cette réservation et dire en fait non, j'en ai plus besoin, j'ai annulé. Et donc de récupérer ce que vous aviez provisionné en avance. Donc ça permet en fait de finalement prendre un peu plus la liberté dès qu'on en a besoin de faire ces capacités, ces réservations de capacité pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, sans crainte de dire en fait j'ai réservé et j'en ai pas besoin. Mieux réserver, au moins vous êtes sûr, certes vous les payez, mais si jamais vous pouvez annuler. Sur EKS encore, sur la partie control plane, donc ce qui va vous gérer en fait le scaling de votre cluster. Maintenant en fait vous pouvez provisionner ce control plane, ce qui veut dire que si vous savez que vous démarrez un cluster qui a besoin de grosses capacités en termes de scaling, vous pouvez pré-provisionner le control plane à la dimension de votre cluster et à son activité sur EKS. Sur un autre service, ECS, donc, qui va permettre de gérer toute la partie conteneur chez AWS, donc c'est votre orchestrateur, un des orchestrateurs de conteneurs sur ECS, avec ce nouveau mode qui s'appelle Express. Et comme son nom l'indique, c'est Express. En gros, l'idée, c'est de pouvoir publier son application dockerisée en une ligne de commande. Versus précédemment, où si vous voulez lancer un ECS, il va falloir un cluster, il va falloir définir un service, des tâches dedans, combien de tâches vous voulez, le mettre dans un VPC, etc. etc. Donc finalement pas mal de choses à préconfigurer. Avec ce mode Express, on lance directement notre image Docker sur ECS sans avoir finalement à configurer toutes ces petites briques à l'intérieur de CS. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est que ce soit interactif. On est 4 à vous répondre, au moins. Donc, n'hésitez pas. Pas de question bête, la question est bête, mais si elle n'est pas posée. On a toute une partie MCP, on va le revoir sur pas mal de slides, donc qui est le protocole qui a été initié par Anthropic. Et le but, c'est de pouvoir donner la capacité à des modèles de LLM à communiquer avec, entre guillemets, des API et pouvoir comprendre finalement une application sous-jacente. Quand je vais définir un serveur MCP, je vais dire ok, je t'expose un serveur, tu peux faire un certain nombre d'actions, tu peux retrouver un certain nombre d'éléments en utilisant ces différents services-là, et voilà comment tu vas les utiliser. Le LLM, lui, va les prendre en compte et va pouvoir interroger ce service-là via ce protocole-là. Donc là, ce qu'on a maintenant
dans EKS et ECS, c'est cette façon-là de communiquer avec son cluster. Donc on va pouvoir interagir directement avec ce protocole-là sur ECS, EKS. On va avoir aussi, toujours dans la console AWS, ici, une intégration de Q, donc qui est l'outil de GenAI AWS qu'on va avoir dans la console. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? C'est de pouvoir interagir avec son infrastructure ECS, EKS et de pouvoir faire du debug, avoir des explications, pourquoi mon conteneur a planté, pourquoi mon ECS n'a pas scale comme je l'ai voulu, vérifie-moi la configuration, etc. Parce qu'en fait, ce Amazon Q, il va avoir tout le contexte de votre compte. Là, on le voit sur la petite vidéo. On va pouvoir faire du debug et avoir les informations de son compte et de ce qui tourne exactement dans son compte AWS. Versus si vous utilisez un Q, un ChatGPT ou ce que vous voulez lui donner, ok, j'ai mon infrastructure à planter, il n'a pas ce contexte-là. Là, le but, c'est d'avoir le contexte entier dans la console directement. Pour Q, il est restreint à l'IAM role de l'utilisateur ou il a accès à tout le compte par défaut? Il a accès. Répétez la question pour lui. Ouais. Donc là, ouais, la question, c'était est-ce que Q a accès à la totalité de l'infrastructure? Il me semble que oui, parce que c'est Q qui porte le rôle. Il n'est pas transmis à l'utilisateur. Parce que du coup, dans le cas où un utilisateur n'est pas censé avoir d'accès sur une région ou sur un service, Ouais. s'il demande à Q liste-moi ce qu'il y a dedans, du coup, il pourra le savoir. Ça, ouais, faut que je regarde exactement comment on fonctionne. Après, c'est en mode lecture. Il va chercher. Mais en effet, tu peux. Je vois ta question. Est-ce que tu peux faire un petit peu de reverse engineering et collecter de la donnée? Sur service EC2, Autoscaling, donc qui est le service qui va vous permettre de scale vos instances EC2. Là, on a rajouté une règle qui va vous permettre de gérer les instances et notamment les instances que vous allez détruire lorsque vous allez diminuer votre scaling de vos EC2. Et là, le but, c'est de dire, en fait, qu'est-ce que je fais de ces instances-là? Est-ce que je les terminate? Donc, est-ce que je les détruis complètement? Est-ce que je les mets en pause? Est-ce que je les mets à part de mon cluster pour potentiellement faire du debug? Donc, ça peut être assez intéressant quand on va avoir du scaling, du scale down, de dire, ok, ces instances-là, peut-être j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dessus et pouvoir revenir dessus. Et enfin, sur la partie EKS, on a rajouté un petit outil d'observabilité d'un point de vue réseau. Donc, ça va vous permettre visuellement de savoir ce qui se passe et comment les services sont interconnectés entre eux dans votre cluster Cube. Et là, c'est beaucoup plus, en tout cas un peu plus lisible de savoir ce qui se passe, quel service est interconnecté à quel autre, quels sont potentiellement les goulots d'étranglement dans votre architecture et pouvoir, encore une fois, débugger le plus vite possible. Je vous ai mis ici une petite liste d'annonces, beaucoup de nouvelles types d'instances, comme souvent à re:Invent, qui évoluent au fur et à mesure avec des meilleures performances sur des processeurs AMD. On voit le premier lié, c'est 8A, donc A c'est pour processeur AMD. Et qu'est-ce qu'on a encore? Pas mal de nouveautés aussi sur la partie ECS qui sont arrivés pendant re:Invent ou souvent très en amont. Et je vais passer la parole à mon cher Arnaud pour la partie database. Je suis équipé. Tu me dis quand t'es bon. Impeccable. Pour faire tourner ces beaux containers et applicatifs, il faut une bonne base de données derrière, parce qu'il faut persister un peu tout ça.
Et du coup, on va voir ce qui a été annoncé à re:Invent là-dessus. Vous allez être satellisé, vous allez voir. La dernière, la 39e annonce, elle ne paraît pas, mais elle est importante. Du coup, première sur OpenSearch, pour le coup, on a lancé un agent qui permet de faire de la recherche depuis la version 3.3. Si vous déployez un cluster ou vous le mettez à jour, pour le coup, l'agent de recherche, qu'est-ce qui vous permettre de façon naturelle en conversation d'échanger avec lui, de comprendre les données stockées, l'indexation, d'améliorer la performance d'un point de vue latence typiquement, et il va préserver la mémoire. Donc du coup, il aura le contexte, et donc lorsque vous reviendrez échanger avec celui-ci sur l'optimisation du stockage de vos index dans vos clusters Elasticsearch, enfin OpenSearch pour le coup, eh bien ils seront à disposition, et il aura la mémoire pour pouvoir parcourir ces éléments-là. On a aussi une autre, en plus de la partie conversationnelle, on a aussi une partie sur tout ce qui est la planification de la requête, donc le query planner, dans lequel on a une autre déclinaison de cet agent qui permet d'optimiser les requêtes et donc la latence associée à ce sujet sur vos documents que vous pouvez stocker dans OpenSearch. Donc ça, un agent, ça c'est très cool. Il suffit d'upgrade le cluster existant en 3.3 pour pouvoir l'utiliser. De la même manière, si vous avez fait l'an dernier ou même cette année, ça serait en début d'année, mais des chatbots, typiquement avec des bases de connaissances, donc des RAG, des Retrieval Augmented Generation, vous avez sûrement peut-être utilisé Amazon OpenSearch comme base de données vectorielle pour stocker vos informations, constituer une base de connaissances. On a délivré aujourd'hui justement un workshop autour de l'univers médiéval fantastique. Et dans ce workshop, il y a des règles dans un jeu de rôle avec tout un pavé, un gros PDF, et on l'a ingéré dans une base de connaissances. Et donc c'est par exemple avec Amazon OpenSearch qu'on peut tout à fait faire cela. La feature qui est intéressante, c'est celle-ci, c'est la GPU accélération. Donc pour permettre d'indexer plus vite vos données dans votre cluster OpenSearch, et notamment pour l'utiliser à des fins de requêtage pour des applications d'IA générative vectorielle. Donc ça permet vraiment d'accélérer les performances de ce côté-là. Ce qui ont été partagés par les services team, c'est que la GPU accélération, par exemple, arriverait à indexer 1 milliard de documents en à peu près 1 heure. Donc c'est pas mal quand même en termes d'engineering. Donc ça permet vraiment d'aller là-dessus. Et puis il y a une deuxième feature qui vient aussi avec, qui est l'index auto-optimization, donc ce qui permet lors du requêtage, pareil, de pouvoir optimiser les performances sur les index qu'on l'on requête dans notre cluster. Notre feature, moi j'aime bien, pour le coup, pour avoir fait un peu de data engineering par le passé, c'est le data masking, avec la feature dans Aura Postgre précisément. Vous avez l'extension PG mask qui vous permet, sans avoir à déplacer la donnée, sans avoir à faire de pipeline et de transformation pour masquer cette donnée, d'utiliser directement cette extension pour pouvoir masquer vos données là où elles se trouvent dans votre cluster Aurora PostgreSQL. Donc ça c'est plutôt cool pour le coup, ça permet lorsque vous avez des données sensibles, dès lors que vous avez activé l'extension, de pouvoir spécifier avec le fully mask en précisant le champ qui est concerné, de pouvoir cacher celle-ci lorsque la query sera exécutée avec le query planner. Ce qui sera affiché ne sera que les informations qui ne seront pas masquées par rapport à ce que vous aurez défini dans le plan de requêtage. Donc ça c'est cool, pour le coup je trouve que ça permet d'éviter de faire de la plomberie pour juste faire de la plomberie et de pouvoir se focaliser sur ce qui est intéressant, à savoir les informations à afficher soit aux utilisateurs, soit à ceux qui veulent les consulter comme des data engineering, data scientists dans leurs travaux, alors qu'ils n'auraient pas besoin d'accéder à ces données qui seraient des informations personnelles et identifiables par exemple. On continue. Alors, ça ne paraît pas, comme dirait un certain influenceur, mais Aurora DSQL, tout le monde est à l'aise avec Aurora DSQL de ce qui avait été annoncé l'an dernier. Ok, Aurora DSQL, juste pour rappeler, c'est une base de données distribuée sur plusieurs régions, donc c'est multi-régions, et c'est strongly consistent sur du read et du write, ce qui est plutôt cool. Pour ça, il a fallu réinventer le protocole NTP, ni plus ni moins, avoir une latence à un digit à plus grand nombre pour y arriver. Et donc, pour requêter, certes, on peut utiliser des clients qu'on installe sur nos laptops, ça marche très bien, mais on a aussi un query editor qui va permettre de tout simplement requêter différentes tables et données qui se trouvent au sein de notre cluster Aurora DSQL. Donc il est directement dans la console, ce qui permet, lorsqu'on est chez des clients par exemple, de pouvoir manipuler le cluster sans avoir forcément un pare-feu ou autre qui bloque, et donc de pouvoir expérimenter sur ce qu'on peut être amené à faire quand vous êtes dans une mission par exemple pour le coup. Donc ça c'est plutôt sympa.
à ce niveau-là. On va, d'un point de vue dev, qui a déjà concaténé plusieurs champs dans DynamoDB pour en faire une clé composée? Ouais, merci, merci. Nous ne sommes pas seuls. Donc oui, alléluia. Nous avons avec les index secondaires du coup la possibilité de faire du multi-attribute, donc d'avoir des clés composées. Donc on avait toujours notre primary key, notre sort key bien entendu, enfin notre partition key, notre sort key, mais en plus de ça on peut faire des index qui sont avec des clés composées bien plus grandes. Plus besoin de concaténer différents champs dans notre partition key pour en faire une clé composée. Donc ça c'est d'un point de vue dev et d'un point de vue en fonction des patterns d'accès à vos données, c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool à avoir comme feature. Une dernière avant celle qui mérite toute votre attention sur la partie database. Le Blue-Green, ça existait déjà sur Aurora, c'était déjà disponible. Là, la différence, c'est que c'est sur Aurora Global, pour le coup. On a des clients qui utilisent Amazon Aurora Global pour avoir du multi-région, pour le coup, avec soit des moteurs Postgre, par exemple. Et donc là, en l'occurrence, on a le Blue-Green. Le Blue, c'est votre environnement de production. Le Green, votre environnement de staging, ou la 1.1, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Et donc, lorsque vous faites un switch-over, que vous basculez de l'environnement de prod actuel vers le nouveau, qui est le Green, vous faites le switch over et vous n'avez pas besoin de transformer votre code, de changer les endpoints dans votre code applicatif pour pouvoir basculer sur l'environnement de production qui est devenu le green désormais, et afin que vous puissiez requêter les données, manipuler le nouveau cluster et que votre applicatif continue à fonctionner tel qu'il doit fonctionner. Donc ça voilà, c'est Blue-Green sur du Aurora global. Et la feature que vous attendez tous, je le sais, on a eu beaucoup de retours là-dessus, beaucoup de clients étaient très intéressés et l'attendaient avec impatience. Je sais que vous trépignez. Les savings plans pour les bases de données. Les savings plans pour les... Bravo. Les savings plans pour les bases de données, du coup, dès lors que c'est sorti, on a des clients en France qui ont activé de suite, qui ont pris de suite des savings plans et qui ont réduit à peu près de 30% leur coût de base de données. J'aime beaucoup cette annonce, non pas que des économies, c'est toujours bien et bon à prendre, d'une part, mais d'autre part, ça couvre un large spectre de bases de données. Ça part de Database Migration Service, donc si vous voulez migrer vos bases de données, les instances EC2 managées par DMS sont couvertes par les savings plans. Que ce soit du OpenSearch, que ce soit du DynamoDB, que ce soit du RDS, que ce soit du Aurora, que ce soit, qu'est-ce qu'on a comme moteur? Du Elasticache, du DocumentDB, du Neptune, du Keyspace, du TimeStream. Donc en fait, ouais, pour le coup, ça ne paraît pas, mais cette annonce, elle satellise pas mal de clients, et tant mieux, parce que du coup, c'était attendu par beaucoup de clients, et elle est désormais disponible. Donc on peut faire des savings plans et on peut économiser sur plusieurs types de bases de données, et ça, c'est cool. Au-delà de ces annonces, comme le présentait Charles sur la partie container et compute, on a eu beaucoup d'autres annonces qu'on ne va pas détailler parce que ça prendrait toute la nuit, je pense. Mais toujours est-il qu'on a plein d'éléments sur OpenSearch, sur RDS, sur du Keyspace, du Elasticache, bien entendu. Et encore là-dessus, avec aussi la partie CloudWatch et DocumentDB compatible avec MongoDB, avec la version 8 qui est introduite. Voilà pour la partie base de données. Sans transition, la partie Analytics. Je vous propose de continuer dans le même registre, partie Analytics. Juste avant d'aller dans les détails des annonces, je vous propose de prendre un peu de recul, pour le coup. Sur la partie Analytics, l'an dernier, on avait annoncé Amazon SageMaker Unified Studio, qui permet tout simplement de regrouper, de simplifier toute l'expérience développeur avec plusieurs éléments, à savoir, depuis le studio, on peut requêter du SQL, que ce soit du Redshift par exemple, ou en SQL avec Athena. On peut faire des pipelines de données, de traitement de données, on peut faire de l'entraînement de modèles, développer des applications d'IA générative avec Bedrock, et bien plus avec bientôt, prochainement, du streaming, de la business intelligence et de la recherche. Deuxième strat, la data IA et gouvernance. On va voir justement qu'on a eu des annonces en ce sens. Et la troisième, qui est j'ai envie de dire la partie un peu physique, la partie lakehouse avec vos données que vous stockez, par exemple sur AWS. Mais pas que, je vous spoil pas plus, vous allez voir qu'on peut stocker ça en dehors d'AWS et pour autant le requêter depuis AWS. Donc comme je le disais, le mantra, donc première strat, on est en haut, sur le SageMaker Unified Studio. L'objectif, ça a été vraiment de simplifier l'expérience développeur / data engineer / data architecte avec ces gros éléments, le fait de simplifier l'expérience lorsqu'on veut rajouter des nouveaux sets de données qui existent déjà. Ils existent dans Athena, ils existent dans Redshift, ils existent ailleurs. Vous souhaitez les onboarder directement dans votre studio, Unified Studio, et les utiliser rapidement par vos data engineers ou data scientists. Ça a été simplifié, on va le voir comment. Les notebooks qui deviennent serverless. Le scale in seconde, typiquement, si vous avez des... Est-ce qu'il y en a qui ont des workloads Spark dans la salle? Là.
Typiquement avec des clusters EMR, on verra que justement la partie stockage, qui est un peu le pain point là-dessus, a été simplifiée et surtout grandement améliorée. Et des agents, on aime les agents. Donc on va voir qu'il y a plusieurs types d'agents qui ont été mis à disposition et annoncés à re:Invent. Donc l'onboarding dataset, quand vous êtes dans votre SageMaker Unify Studio, pour le coup, en fait, vous allez pouvoir tout simplement connecter vos données et les explorer, qu'elles soient dans, comme je le disais, dans Athena, donc stockées derrière par exemple sur S3 ou des S3 Tables, qu'elles soient dans Redshift, qu'elles soient sur du Databricks, qu'elles soient sur du Snowflake, typiquement. Vous pouvez faire de la fédération et onboarder vos datasets directement dans votre SageMaker Unify Studio afin de les requêter, de les comprendre, de les nettoyer, de les préparer, de les mettre à disposition ou de les exploiter directement. Donc ça, c'est une première étape qui a été faite vraiment pour simplifier et éviter d'avoir un peu des outils qui partent dans tous les sens de ce côté-là. Donc ça, c'est cool. C'est disponible à Paris, hein, bien entendu. Donc quand c'est disponible à Paris, je dis oui, 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 oui. Oui, monsieur. Ah, merci. Les agents, j'ai dit qu'on aimait les agents. Le SageMaker Data Agent, donc c'est un agent qui est dédié sur de la data, qui est spécialisé dans la data, avec des outils spécifiques sur la data, avec des prompts aussi, pour qu'il ait des instructions en ce sens. Et lorsque vous l'utilisez, eh bien, tout simplement, dans votre notebook, au sein de SageMaker Unify Studio, vous allez avoir un assistant de code, de la même manière qu'avec QDeveloper, Kiro ou Kiro CLI, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir lui demander soit de montrer des charts, par exemple, parce que vous voulez voir le taux de rotation de vos clients. Et sur la base d'un prompt, donc en langage naturel, il va vous proposer un code. Par exemple, en Python, on voit qu'il fait du PySpark SQL, donc Spark, le framework Spark pour le traitement de la donnée. SQL, pourquoi? Parce qu'on peut faire du Spark SQL, donc c'est du SQL objet. Et ensuite, derrière, il manipule les données. On voit qu'il va prendre notre data frame, donc un dataset de données, sur les churns, donc la table des churns qu'on a récupéré juste au-dessus, qu'on a lié la table. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un plot et nous faire un chart avec le churn, donc la rotation des clients. En Python, mais on peut faire du SQL, on peut avoir des instructions en Markdown, bien entendu. Donc ça, c'est un agent spécialisé là-dessus qu'on peut utiliser directement dans le studio, qui est intégré et qu'on peut manipuler lorsqu'on développe nos pipelines de données, de transformation de données. Premier agent. Deuxième agent, lui je l'aime bien parce que pour le coup, pour avoir développé avant de rejoindre AWS, quelques pipelines Spark, eh bien, de la même manière qu'en Java, on a du Java 8 qu'il faut upgrader en Java 17, 21, 23 ou 25 désormais. Java 25, c'est cool. Ben, Spark a aussi son propre agent. Apache Spark a reçu un upgrade agent qui permet de mettre à jour tous vos jobs Spark qui tourneraient sur Amazon EMR, donc qui est notre service de cluster Big Data sur AWS, que vous pouvez faire tourner des jobs Spark, des jobs Hadoop, des jobs Hive, etc., etc. Et dans AWS Glue, qui est notre solution d'ETL serverless sur AWS. Donc ETL, c'est l'extract, transformation et load. Donc quand on fait des pipelines de transformation de données, par exemple, vous avez une chaîne de magasins où vous avez des différents entrepôts, vous voulez connaître l'inventaire dans ces différents entrepôts, vous faites une pipeline pour récupérer les données, vous connectez au système source, vous nettoyez ces données parce qu'elles ne sont pas forcément parfaites, vous assurez que vous avez une hiérarchie par entrepôt, par région, par pays, etc. Et après, vous restituez ça dans des dashboards. Et bien tout ça, c'est des pipelines de données qu'on peut faire avec EMR, qu'on peut faire avec Glue, et qu'on fait en général en Spark, qui est bien approprié pour cela. Mais le problème, c'est qu'il y a des versions legacy qui traînent dans les entreprises, et donc on peut les mettre à jour avec cet agent. Donc ça, c'est cool. Je le disais aussi, amélioration des performances, Amazon EMR. Donc on a des clients qui ont des gros clusters Big Data, plusieurs clusters EMR qui peuvent tourner. Et la version serverless a désormais le fait qu'on peut s'astreindre de la partie stockage, puisqu'on va pouvoir éliminer le temps requis pour la partie provisioning au niveau des disques. Lorsque vous lancez un cluster, que vous faites lancer un job Spark, en fait, vous lisez une table, par exemple, puis vous allez distribuer votre traitement sur les différents nœuds de votre cluster, et cette opération, c'est un shuffle. Vous allez distribuer, vous allez faire un shuffle, vous allez faire les traitements qui sont envoyés sur différents nœuds, puis après, vous allez regrouper cela pour agréger, vous allez faire un coalesce. Et donc, ces opérations de distribuer sur les nœuds et de récupérer, ça passe par les disques, et donc ça pouvait consommer un certain temps. Et donc, cette feature vient éliminer ce temps de provisioning au niveau du stockage, donc qui permet de lancer les jobs plus vite, et donc d'accélérer le traitement de la donnée, ce qui peut être critique pour nos clients.
Une autre feature, 0 ETL, je ne sais pas si elle parle à tout le monde, 0 ETL. 0 ETL, ça vous permet, quand on fait de la data typiquement, on fait beaucoup de flux point à point, donc on fait de la plomberie, c'est bien, mais ça va un certain temps. 0 ETL vient supprimer un peu cette plomberie où il n'y a aucune valeur, il n'y a aucun traitement métier qui est fait à l'intérieur. On veut juste faire une connexion point à point entre un système source et une destination. Et donc, c'était déjà disponible depuis un certain nombre d'années. Ce qui vient d'être ajouté, c'est en plus ces connecteurs qu'on peut voir ici, des bases de données qui seraient on-premise ou hébergées ailleurs pour le coup et qui peuvent être requêtées pour après envoyer dans une destination comme Amazon Redshift par exemple. Donc ça évite de développer un flux avec un flux ETL avec une solution comme AWS Glue ou d'autres solutions qui peuvent exister pour faire un flux point à point, alors qu'avec 0 ETL, on peut avoir ces éléments sans avoir à gérer le flux, sans avoir à le maintenir, le faire évoluer, etc. Donc vraiment, ça permet de se concentrer sur la logique métier. Je descends d'une strate, si vous vous rappelez les 3 strates. On a vu la partie Unify Studio. Je descends au niveau de la data et de la gouvernance IA. J'ai eu fait par le passé, dans une vie fort lointaine, il y a quasiment 10 ans, ce qu'on appelle des glossaires métiers, des business glossaries, dans lequel en fait vous avez une donnée client, vous avez une donnée produit, vous avez une donnée, je ne sais pas moi, etc. qu'on peut imaginer. Et donc ces données-là, il faut les catégoriser. Il faut leur dire un produit, qu'est-ce que c'est, quelle est la définition métier, à quoi ça correspond. Si on a des systèmes divers et des applications diverses, d'unifier un peu cette définition du produit afin que ce soit la même dans toute l'entreprise. Tout ça, ce sont des glossaires métiers et ce qu'on appelle des business glossaries. C'est assez painful. Je recommande ça à personne de devoir le faire ça à la main. Et donc là, on s'appuie de l'IA pour faire la classification justement de ces données. Et donc, au travers du SageMaker Data Catalog, eh bien, on va pouvoir permettre de réduire tout cet effort de tagging, c'est exactement ce qui est indiqué ici. Donc, cet effort de lister les données, de dire à quoi correspond cette donnée métier, et enfin de gagner du temps sur ces tâches qui, parfois, n'ont pas forcément une valeur ajoutée. Donc, ça, c'est une nouvelle dans laquelle l'IA peut aider à classifier les données et assurer une meilleure gouvernance de celles-ci. Parce que mieux on connaît sa donnée, le mieux on pourra la consommer, le mieux on pourra la consulter à l'échelle d'une organisation, d'une entreprise. Je descends d'une strate. Après la data et la gouvernance, je vais sur la partie physique. Les données donc, dans votre lakehouse, lorsqu'elles sont stockées, en général, elles sont régulièrement stockées sur Amazon S3, mais il y a bien d'autres services qu'Amazon S3, on pourrait la stocker. Et tous ces services-là supportent ce qu'on appelle Apache Iceberg. Apache Iceberg, c'est un format Apache 2.0 qui a l'avantage, quand on fait de la data et de l'analytics, en général, on fait surtout du read, on ne fait pas de l'update, du delete ou de l'insert. Donc on ne fait pas de CRUD en data, on fait surtout du read, on consomme la donnée, on fait de l'agrégat, on fait du max, du min, du sum pour calculer les ventes, je ne sais pas moi, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, etc. Et bien pour le coup, il y a eu de plus en plus de besoin de faire de l'acidité, d'avoir l'acidité disponible dans les applications data analytics. Et donc Apache Iceberg a cette capacité à être un format open source adopté par la communauté au sens large, d'une part, et d'autre part de supporter l'acidité. Donc vous pouvez faire du CRUD dans vos applications analytics et tous ces services AWS que vous pouvez voir supportent Apache Iceberg dans sa dernière spécification ou quasi dernière spécification, puisque les dernières spécifications c'est Apache Iceberg V3 qui sont disponibles avec l'Open API qui est également à disposition. Donc dès lors que vous avez des données que vous voulez stocker en Apache Iceberg, sachez que tous ces services peuvent consommer celles-ci. Et donc, comme je le disais, le support de la spécification V3, celle-ci permet vraiment d'apporter des performances sur la partie vectorisation. Donc, tout ce qui est données vectorielles que vous pourriez stocker, donc une amélioration des performances. Une intégration avec le Glue Data Catalog. Et tout à l'heure, je le disais, on va le voir juste après, le fait de pouvoir fédérer les données, qu'elles soient sur AWS, mais pas que. Je disais Snowflake, je disais Redshift. Vous pouvez très bien fédérer vos données avec un Glue Data Catalog au travers du format Apache Iceberg, avec des données qui ne sont pas forcément sur AWS. Ni une ni deux. Moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Une belle vidéo, alors certes, ce n'est pas en live, mais une vidéo, dans laquelle, en fin de compte, je crée dans Glue Data Catalog, je crée mon catalogue de données, et je vais dire que tout simplement, j'ai mes données qui ne sont pas sur AWS, mais qui sont sur un cluster de Data Warehouse Snowflake. Et donc, je donne mon secret pour me connecter à mon cluster, bien entendu, les permissions qui vont bien. Et une fois que j'ai donné ces permissions-là, je vais pouvoir être en mesure d'avoir mon récapitulatif, créer mon catalogue
Et une fois que j'ai ce catalogue de créé, eh bien d'aller chercher les tables qui sont stockées dans la base de données qui se trouve sur le cluster Snowflake, pour le coup. Donc on voit que j'ai une base de données data régionale, donc j'ai des données régionales sur des ventes que j'ai pu réaliser au cours de la semaine, du mois, de l'année. Donc les journalières, les ventes journalières, très bien. Et là, j'ai ma table avec les données journalières que je peux visualiser. Si je remets juste au tout début, on a allé un peu vite au début, sur les connecteurs. Voilà. On voit, quand vous créez vos catalogues de données, vous pouvez dire ma data source, c'est un Redshift, c'est un Databricks, c'est un Snowflake, ou c'est un endpoint REST Apache Iceberg qui est exposé quelque part. Donc ça, c'est cool, ça permet vraiment d'unifier plein de sources de données sur AWS et de les requêter où que vos données puissent se trouver. Il y en a qui font des vues matérialisées? Non? Les vues matérialisées, si ça parle à tout le monde, les vues matérialisées ou pas? Ça vous dit quelque chose ou pas? Ok. Juste, c'est très cool les vues matérialisées. Pourquoi? Pourquoi c'est très cool? Je vais vous expliquer. Vous avez vos données qui sont stockées sur Amazon S3, disons, au format Apache Iceberg. Elles pourraient être dans un autre format, mais peu importe, elles sont en format Apache Iceberg, c'est très bien. Quand vous faites une vue, c'est create view as select méchant from ma table A, B, C, where A.id égale B.id and B.id égale C.id, par exemple. Vous faites vos jointures, vous faites vos filtres, et derrière, vous obtenez une vue. Et lorsque vous requêtez cette vue, vous ne faites ni plus ni moins qu'une requête des tables sous-jacentes. Donc vous n'avez rien optimisé, mis à part requêter une vue plutôt qu'une table. Les vues matérialisées, elles stockent, elles font un snapshot de la requête SQL que vous avez mis dans votre statement. Donc quand vous faites un create materialize view as select, et donc votre champ 1, 2, 3 from la table A, B, C, et vous faites vos jointures, derrière, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'elle sera créée pour la première fois, elle va faire un snapshot à l'instant T des données qui se trouvent dans les tables A, B, C et les jointures que vous avez faites, qui seront remontées, et elle sera exposée. Elle ne va pas requêter la prochaine fois les tables sous-jacentes, pardon. Et donc, en fait, vous aurez des performances instantanées. Là où avant, votre requête SQL qui requêtait 3 tables différentes avec des jointures, peut-être un peu dans tous les sens, pouvait prendre 5 secondes, 10 secondes, en fonction de la volumétrie du schéma de modèle donné sous-jacent. Donc ça, les vues matérialisées, c'est très 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 cool. Et donc, on peut désormais les créer dans le Glue Data Catalog et les requêter par vos différentes applications, que ce soit derrière des outils de visualisation ou Amazon Athena, par exemple, si vous faites du requêtage SQL directement sur celle-ci. Une des dernières annonces, MCP. Charles en a parlé du serveur MCP. Donc on a un serveur MCP pour la partie Lakehouse architecture qui est disponible et donc qui permet d'exposer vos data catalogues et vous allez pouvoir directement requêter soit du S3, soit des S3 tables, bientôt je pense Redshift, au travers du protocole MCP. Donc vous avez des clients. Vous pouvez avoir SageMaker Queue, vous pouvez avoir Cloud Desktop, vous pouvez avoir des agents tierces. Si certains ont déjà créé leurs propres agents, par exemple avec Strands, qui est un framework open source, enfin un SDK open source proposé par AWS initialement, mais qui est disponible à tout le monde puisqu'il est Apache 2.0, avec Strands, vous pouvez très bien requêter au travers du protocole MCP le MCP serveur afin de lire vos données qui se trouveraient dans votre lakehouse. Donc voilà, là-dessus aussi, MCP en tant que standard ouvert pour pouvoir requêter les données. Et la dernière annonce sur la partie Analytics qui nous a semblé intéressante, c'est la version serverless d'Apache Airflow. Apache Airflow est beaucoup utilisé comme orchestrateur dans les pipelines data. Donc quand vous faites des jobs de données, des orchestrations de données en général, ça utilise beaucoup. Il y a des clients qui font avec Step Function, il y a d'autres clients qui font avec Apache Airflow. Ça marche très très bien pour le coup. C'est vraiment spécialisé sur la partie data. C'est vraiment une teinte data alors que Step Function va être plus global. Mais toujours est-il que là, on peut lancer des jobs qui vont s'exécuter à la tâche. Et donc vous payez à la tâche et vous n'avez pas à avoir un cluster Apache Airflow managé, déployé, avec des instances EC2 sous-jacentes qui ont un certain coût. Donc en fonction de vos usages, il est peut-être plus pertinent de prendre la version serverless ou la version managée. Mais en tout cas, la version serverless a été annoncée à reInvent et ça, c'est plutôt cool pour celles et ceux qui travaillent sur la data. Plein d'autres annonces, mais là-dessus aussi, pareil, on pourrait y passer toute la soirée. Ça serait cool, mais je pense qu'il y a aussi des pizzas que certains et certaines auraient envie de manger. Donc plein d'autres annonces sur la partie data qui ont été annoncées durant reInvent. Et sans transition, eh bien, je passe la parole à Tiffany pour vous parler de Machine Learning, AI et Generative AI. Pareil, je ne vais pas vous faire toute la liste des annonces qui ont été faites en
en IA parce que déjà, c'était une des sections les plus fournies, mais du coup, je vous ai fait ma petite sélection. Et je vais commencer avec voilà, un produit que j'aime beaucoup, qu'on fait à AWS, c'est Strands Agents. En gros, c'est notre SDK pour créer des workflows multi-agentiques. Donc, si vous voulez faire plusieurs agents entre eux, les connecter entre eux, voilà, c'est notre framework. Il est open source, si jamais vous voulez contribuer. Je trouve que c'est vraiment un de nos produits les plus développeurs orientés. C'est pour ça que c'est un de mes préférés. Je build beaucoup dessus. Et une annonce voilà, qui est très très cool pour les gens qui font du JavaScript, c'est que on a annoncé, alors avant on l'avait sur Python, et aujourd'hui on a annoncé que on l'avait aussi maintenant fait sur TypeScript. Je ne l'ai pas testé de façon extensive parce que moi je dev sur Python, mais si jamais vous voulez des retours, mes collègues l'ont testé sur JavaScript. Une autre annonce qui est très cool, c'est le Edge Device. Donc, sur Strands Agents, maintenant, vous pouvez faire du bidirectionnel en streaming. Donc, si jamais vous avez des agents conversationnels, c'est très bien pour ces applications-là. Et aussi, on a intégré de nouveaux modèles providers, notamment Llama CCP. Donc, si jamais vous faites de l'embarqué aussi, voilà, c'est cool pour vous. Et une autre news, c'est le steering. Le steering, je trouve ça très cool aussi. Alors, si jamais vous avez déjà bossé avec des workflows multi-agentiques, vous avez très certainement déjà dû pas mal bosser avec des systèmes prompts pour vos agents. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez un agent, vous créez un système prompt. Le système prompt, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un set d'instructions qui décrit ce que votre agent doit faire. Et en gros, s'il a des guidelines à suivre, s'il a certaines instructions à suivre, vous les mettez là. Plus votre workflow il est compliqué, plus votre système prompt il est grand. Et peut-être que vous avez déjà un peu testé et atteint les limites du système prompt, c'est-à-dire que parfois, dans votre système prompt, il va y avoir beaucoup d'instructions et votre agent, il va faire ce qu'il peut, mais globalement, ça peut lui arriver d'oublier certaines instructions qui sont écrites dans votre système prompt. Ça peut même lui arriver d'en halluciner, ça peut même lui arriver vous êtes peut-être rendu compte que ce n'était pas ultra fiable, même si vous écrivez en gros en lettres dans votre système prompt, ne fais pas ça à la fin, ou alors voici toutes les choses que du coup, genre il faut vraiment que tu fasses ça dans cet ordre. Ça va pas être systématique et c'est pas, voilà, c'est juste pas algorithmique, donc ça tient pas. Le steering, ce que ça fait, c'est que, ah oui, et donc, pardon, mais pour les gens qui travaillaient avec des workflows multi-agentiques qui étaient massifs, une des solutions qu'on avait trouvées pour faire ça, c'était casser en fait le workflow sur plusieurs agents qui avaient du coup des systèmes prompts plus courts, mais donc plus spécialisés. Et on se retrouve du coup avec des workflows multi-agentiques avec beaucoup d'agents qui sont spécialisés dans notre petite tâche. Mais là, on perd un peu tout l'intérêt des LLM, c'est-à-dire que leur puissance à la base, c'est quand même de pouvoir interpréter ce qu'on a envie de faire. Ils devraient pouvoir prendre un set d'instructions et arriver à comprendre à peu près ce qu'on a envie ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, à la place maintenant de casser un peu votre workflow sur plusieurs agents, le steering, ça va vous aider à ça. Donc, je vous montre la doc parce qu'elle est plutôt bien faite et il y a un schéma qui est cool. Si jamais vous voulez avoir plus de précision sur ce qu'est le steering. Ah oui, bien sûr, ça ne marche pas si je ne quitte pas la presse. Ça, ouais. Ok. Donc, je vais vous montrer directement le code aujourd'hui en fait, comment vous faites donc, deux choses. Je vais recommencer par là. Voilà. Quand vous avez un steering action, en fait, ici, vous faites un call. Et vous avez trois différents types d'actions qui peuvent se passer après un steering. C'est le proceed, le guide et l'interrupt. Donc le proceed, c'est ça comply un peu avec ce que vous avez mis comme instruction et du coup ça continue avec l'exécution du tools. Soit le guide, ça annule l'action et ça renvoie un feedback à l'utilisateur pour lui dire pourquoi ça n'a pas suivi les guidelines du prompt. Et l'interrupt, c'est carrément l'action est arrêtée et vous demandez plus d'input à l'humain.
on a un schéma ici. Donc là, ce que ça va faire dans le code, en gros, quand vous instanciez un agent avec Strands, c'est assez simple. Du coup, vous avez juste votre classe agent et puis vous rentrez vos paramètres dedans. Dans le hook, vous mettez votre handler. Et dans le handler, donc là, vous avez un LLM qui va lire en fait votre système prompt, qui du coup là peut être un système prompt qui est massif où vous mettez tout votre guidance. Ici, dans cet exemple, on a quelqu'un qui veut écrire, l'outil, c'est en gros, l'agent, il doit vérifier si l'email, il est cheerful, enfin positif, s'il est bien, quoi. Si vous n'êtes pas méchant dedans. Et du coup, là, c'est les guidance, c'est review l'email dans cet ordre-là, suggère un rephrasé qui est plus gentil, enfin pas négatif, et encourage l'utilisateur à utiliser un langage qui est positif. Et si l'agent essaie d'envoyer un email qui n'est pas dans ce tone-là, il faut faire un feedback à l'utilisateur. Et donc en gros, dans le schéma ici, ce qui se passe, c'est que maintenant, vous avez votre steering handler qui est entre l'agent et le tool. Et donc vous avez votre utilisateur qui, par exemple, envoie cette requête, envoie un mail, parce que je suis saoulée, quelqu'un dans mon équipe n'arrête pas de reschedule des meetings, voilà, c'est chiant. Et du coup, vous envoyez ça à votre agent, l'agent crée l'email que vous avez envie d'envoyer, et le steering handler, lui, va vraiment, pour le coup, checker, ça va être son rôle de voir si le prompt, en fait, il est bien, tout ce que vous avez mis dans vos guidelines, dans le prompt, sont bien respectés. Si le ton, du coup, n'est pas celui qui est attendu, genre gentil et cheerful et tout ça, l'input est renvoyé avec des guidelines à l'utilisateur, comme quoi il faut peut-être repenser à refaire l'email avant de l'envoyer. Donc, vous avez comme ça, avec le steering, en gros, c'est exactement ce que ça fait, c'est que ça va rediriger, en fait, ça va prendre toutes vos requêtes, toutes les exécutions des agents, et ça va les rediriger vers potentiellement un arbre de décision qui va faire que vous allez avoir un peu plus de contrôle sur le comportement de vos agents. Je reviens sur la presse initiale. Et aussi, on a rajouté dans Strands, du coup, une partie évaluation. C'était très attendu aussi, parce qu'en général, quand on fait un workflow multi-agentique, on est content quand il marche, mais en fait, on aimerait bien pouvoir en faire une évaluation un peu plus robuste, et on a rajouté des outils pour pouvoir le faire. Une news qui est cool aussi, je trouve, Elastic Hyperpod Training. En gros, aujourd'hui, quand vous entraînez un modèle sur vos nœuds, vous avez un nombre qui est alloué à l'entraînement de nœuds, et c'était assez fixe. Maintenant, vous avez un dashboard Kubernetes qui peut regarder les allocations de vos nœuds, et si jamais vous en avez qui se libèrent avant d'autres pendant un entraînement, vous pouvez allouer ces ressources-là pour accélérer le temps d'entraînement sur vos modèles. Et du coup, ça vous fait gagner du temps. D'autres annonces aussi, donc chez Amazon, on a notre famille de modèles de fondation qui s'appelle, donc c'est les Nova. On a toute la famille Nova qui s'agrandit avec Nova 2 Lite. Donc Lite, c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que en fait, c'est pour toutes les requêtes qui demandent un temps de réaction très court. Donc si jamais vous avez du conversationnel dans vos applications, Nova Lite, c'est exactement ce qu'il vous faut, c'est rapide, mais on avait tendance à penser que, et à l'époque, les Lite, ils avaient une capacité de réflexion moindre que les gros modèles de machine learning. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, c'est plus le cas. Ils sont quand même très performants aussi dans le raisonnement. Donc, vous avez le luxe avec Nova 2 Lite d'avoir un modèle qui répond très vite, qui est cost-effective, mais qui aussi a une capacité de raisonnement avec une chaîne de pensée. Moi, ce qui m'hallucine aussi, c'est la context window, donc la fenêtre de contexte est de 1 million de tokens. Moi, je trouve ça immense pour un Lite. Donc, c'est très appréciable et c'est très confortable pour même des applications qui demandent une rapidité d'exécution conséquente. Énorme, exactement. Merci Arnaud. On a aussi donc le Nova 2 Pro, qui est donc le pendant du Lite, puisque là, c'est quand vous avez besoin de grosses capacités de réflexion, mais du coup, ça va impacter le temps de réponse.
Donc si vous avez besoin d'un agent qui est conversationnel et qui répond vite, c'est pas le cas là. Mais par contre, si vous faites des grosses tâches et que vous montez des gros projets, que vous avez des grosses questions complexes qui demandent plusieurs étapes de réflexion, Nova 2 Pro, c'est ce qu'il vous faut. J'avais pas dit aussi, mais pour le Lite, mais c'est pareil pour le Pro, il y a le built-in web grounding, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous avez votre RAG à côté de votre LLM, mais vous avez aussi cette capacité built-in maintenant de pouvoir de branding et générer une photo qui correspond à votre style, votre identité, de façon assez rapide. Moi, je trouve ça impressionnant. Voilà. Je crois que c'était la dernière sur l'IA que je voulais vous montrer. Bien sûr, on a eu 1000 autres annonces, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais allez voir sur le newsblog, il y a plein d'autres annonces qui étaient très très cool en intelligence artificielle. Voilà, on n'a pas fini d'avoir des news là-dessus. Et je passe la main à Charles. Le but ici, c'est de pouvoir transformer votre API Gateway en MCP. Donc finalement, ça va être hyper simple de MCPiser votre application, en tout cas vos méthodes que vous allez exposer via votre API en MCP et ainsi pouvoir les exploiter dans vos différents contextes, vos agents, pour améliorer encore une fois votre application. Une autre nouveauté côté lambda, qui a déjà fait des lambda ici? Ouais, quelques-uns déjà. Donc pour rappel, lambda, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir exécuter du code en répondant à un événement. Donc c'est ce qu'on appelle les architectures orientées événements. On va répondre à un message, à un événement qui se passe sur notre infrastructure. On a une nouvelle image qu'on a sur un bucket S3, on a un topic SNS qui nous envoie un message, on a un call d'API qui nous envoie un message et on va réagir à ce message-là. Donc c'est event driven, on va répondre à un événement. Lambda, c'est un environnement éphémère. Le but, c'est d'avoir du code assez petit qui va s'exécuter assez rapidement et l'environnement, il va être entre guillemets détruit à la fin de l'exécution. Donc on va recevoir un message d'une API Gateway, on va le traiter, on arrête la micro-VM, le conteneur qui va exécuter cette tâche. Si on a un nouveau message, on reconstruit une nouvelle micro-VM pour traiter ce nouveau message. Qu'est-ce qu'on introduit là? Le fait que cet environnement-là, il peut être un peu plus durable. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on va pouvoir en fait stopper l'exécution de sa lambda, faire une espèce de snapshot, et pouvoir continuer par la suite, si on a besoin, donc faire un petit peu des workflows et continuer le traitement plus tard. Qu'est-ce qu'on a comme cas d'usage? Typiquement, on reçoit un message. On a besoin d'envoyer une image en traitement à un système tiers. Et ce système tiers, on ne sait pas s'il va répondre en 5 secondes, en 10 secondes, en 10 minutes, on ne sait pas. Mais par contre, on veut sauvegarder justement notre workflow qu'on a, parce qu'on a besoin de récupérer cette image-là par la suite. On va stopper cette lambda-là. Qu'est-ce que ça va nous permettre? D'économiser des coûts, parce que finalement, il n'y a plus rien qui tourne. Et pouvoir ensuite la reprendre au moment où cet outil tiers a terminé son traitement. Donc on va pouvoir faire en fait des workflows à l'intérieur d'une fonction lambda. Donc en gros c'est un mix de lambda et de step function qu'on va pouvoir faire en fait dans le code directement. Donc vous avez un petit exemple de code ici qui est un petit peu différent en termes de structure où justement pour durable functions on va mettre toujours un handler, mais on va définir un certain nombre de steps, on va définir des arguments, on va définir quel est l'ordre et de quelle façon on va pouvoir à nouveau démarrer cette fonction lambda. Assez disruptif en tout cas dans la logique des fonctions lambda.
Deuxième annonce sur les fonctions lambda aussi un petit peu disruptif qu'on avait jusqu'à maintenant. J'ai juste une question pour les lambda d'avant. Si on push une nouvelle version de la lambda, est-ce que ça va continuer d'utiliser l'ancien code pour la suite d'exécution? Bah, ça, tu as les versions, enfin Ouais. comme lambda classique, tu as l'aspect versionning de tes fonctions lambda. Donc, pour l'exécution qui est déjà entamée, l'environnement est déjà là, il va reprendre le snapshot de la version précédente. Donc lambda managed instance, donc là aussi un petit peu une vision un petit peu différente, mais je vous ai expliqué pourquoi on a fait ça. Par défaut, quand vous utilisez le service lambda, c'est un service qu'on appelle managé, donc ça veut dire que ça tourne pas dans les environnements AWS de vos comptes. Ça tourne sur l'environnement, sur le compte AWS de ce qu'on appelle la service team, et on va avoir un pool d'instances EC2 sur lequel on va démarrer ces micro VM qui nous permettent d'exécuter le code lambda. Qu'est-ce que ça a comme contrainte? C'est qu'en fait, quand vous allez exécuter des fonctions lambda, vous ne savez pas sur quel type de matériel, quel type d'instance vous allez exécuter votre code. Et en fonction de vos cas d'usage, il peut y avoir des variations plus ou moins importantes en termes de rapidité, de performance. Moi, je l'ai eu chez un client. Vous avez un certain nombre de traitements et en fait, en fonction des exécutions, il y avait une différence de 30-40% en termes de performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, AWS, on gère notre flotte et on l'optimise au mieux. Et donc, parfois, ça tournait sur la dernière instance avec, par exemple, le Graviton 5. Et la fois d'après, ça tourne sur une version un peu plus ancienne de Graviton, donc un peu moins de performance. On l'a vu, les performances, à chaque fois, on gagne 25-30% à chaque version. Donc si vous tombez sur un Graviton 2 versus un Graviton 5, forcément, il y a une différence de performance. Donc là, l'idée, c'est de faire... de dédier des instances EC2 qui vont être gérées, qui vont être dans votre compte, et donc vous allez définir les instances EC2 sur lesquelles vont être exécutées des fonctions lambda. C'est un petit peu à la manière d'un ECS ou OKS. En fait, vous avez votre cluster d'instances EC2, et dessus, on va faire tourner vos fonctions lambda en mode managé. Donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à mettre à jour, ni l'hyperviseur, ni gérer toute la partie micro-VM, ça c'est géré pour vous. Par contre, vous choisissez sur quel type d'instance vous allez faire tourner vos fonctions lambda. Donc vous assurez finalement de la performance. Ça marche aussi avec le GPU. Ouais. On peut les scaling groups, on va dire, les clusters sont partagés entre plusieurs lambda, ou c'est un scaling group par type de lambda? Non, c'est non, vous pouvez faire par fonction lambda ou faire un cluster. Mais le but, c'est encore une fois d'être déterministe dans justement le type d'infrastructure sur lesquelles vont être exécutées les fonctions. Dans API Gateway, on a un petit peu simplifié l'intégration quand vous vouliez faire la connectivité sur votre VPC. Donc ça, c'était l'image avant, quand vous vouliez intégrer de l'EC2, le SCS dans un VPC dans un subnet privé. Vous aviez votre API Gateway qui est en mode public, du coup à l'extérieur du VPC. Vous avez un VPC Link pour vous connecter dans votre VPC. Vous rajoutez devant un Network Load Balancer pour pouvoir écouter sur le bon port. Et ensuite, vous forwardez ça à un ALB qui, lui, va distribuer sur votre infrastructure dans les sous-réseaux privés. Un peu tiré par les cheveux. Donc on a simplifié ça et maintenant directement en utilisant un VPC Link, on va pouvoir accéder directement à l'ALB sans cet intermédiaire NLB. Donc ça réduit forcément les coûts, une latence, parce qu'il y a un hop, un réseau en moins
dans notre architecture et ça va être beaucoup plus simple. Donc là, pas de raison finalement de ne pas faire du privé dans votre application, donc faire des subnets privés pour toute votre partie back-end et l'exposer avec cette API Gateway qui, elle, va rester publique. Dans Step Functions, donc qui est l'outil pour faire des workflows dans AWS, on a amélioré toute la partie test. Justement, on sait, ça c'est des choses, quand on développe, de pouvoir tester ces workflows-là. Donc ça, on a rajouté des états de test, donc ce qu'on appelle des states, qui vont être les différentes étapes dans votre workflow Step Function. Et donc de pouvoir faire du test local de votre côté. Dans API Gateway, on a rajouté le fait de pouvoir streamer une réponse. Donc ça va être hyper utile maintenant qu'on a des MCP dans tous les sens, des LLM qui vont générer du texte au fur et à mesure. Là, on va pouvoir retourner à l'utilisateur, à l'application, par bloc la réponse plutôt que d'attendre finalement la réponse définitive comme on le voit là sur la partie gauche. Donc ça va permettre d'améliorer un petit peu l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur avec notamment le TTFB, le time to first byte, donc de pouvoir avoir un premier contenu assez rapidement, même s'il n'était pas encore complet. Enfin aussi dans API Gateway, on a maintenant un vrai développeur portal qui peut être généré par rapport à vos définitions d'API. Donc là, le but, c'est de pouvoir exposer en interne ou à l'externe vos API que vous avez développées sur API Gateway et d'avoir un portail qui vont vous permettre d'exposer à vos développeurs ou vos partenaires ou les développeurs externes votre API, comment on l'utilise, quelles sont les différentes méthodes, etc. Enfin, je ne vous fais pas le schéma, typiquement un Swagger qui va être maintenant un peu plus joli, mis en valeur, et ça d'un point de vue complètement managé. Et ça, ouais, manager sans avoir à le déployer soi-même avec un CloudFormation. Donc ça, je dis oui, oui, oui. Oui, monsieur. Ah. Dans Lambda, on a enfin fait le GA du support de Rust. Donc par défaut, dans Lambda, vous avez plusieurs options. Soit vous avez les managed runtime, qui sont les runtime qui vont être managés par AWS, Python, Node.js, Java, .NET. Et donc on a rajouté Rust en plus dans ces managed runtime. Et en plus des types de runtime, vous pouvez utiliser aussi du Docker et donc venir avec vos propres Dockers ou potentiellement vos runtime custom que vous pouvez aussi mettre sur vos fonctions lambda. Et enfin, la dernière news que je voulais vous présenter sur la partie EventBridge, on a rajouté le fait de pouvoir composer vos différentes règles et filtres d'un point de vue visuel, ou en tout cas d'un point de vue graphique un peu plus joli que précédemment, où chacun vous devez faire vos petites règles à la main. Là, c'est un peu plus visuel. Donc pour ceux peut-être qui ont déjà utilisé le Application Composer dans AWS, ça ressemble un petit peu à ça. On a repris le même principe. Le Application Composer, qu'est-ce que ça faisait? Ça vous permet de faire un premier draft d'architecture en mode drag and drop. Dire ok, j'ai une API, dans mon API j'ai un certain nombre de endpoints, du get, du put, du delete. Pour chacune de ces verbes-là, j'ai une fonction lambda qui potentiellement communique avec une base de données. Donc vous pouviez faire ça d'un point de vue graphique dans l'interface AWS et ça vous générait derrière le code CloudFormation pour pouvoir le déployer. Là, l'idée, c'est de faire un petit peu la même chose, d'avoir une interface graphique beaucoup plus
simple, ou en tout cas plus digeste, on va dire, dans sa configuration, et pour pouvoir vous aider à justement construire vos différentes règles. Et on a aussi tout un petit tas d'annonces supplémentaires, souvent avant pre-invent, avant reinvent, pré-reinvent, avec un certain nombre de runtime qui ont été mis à jour, Java 25, Node.js 24, Python 3.14 qui ont été mis à jour. Et on va faire la dernière partie. Ouais. Je vais dans les pizzas depuis un quart d'heure là. On va aller vite. On va aller vite. Pizzas qui sont là depuis un petit moment là. Ok, on va parler de Developer Tools. Enfin, il y a 21 annonces. Je ne vais pas toutes les faire. La première dont je voudrais vous parler, parce que les vidéos sont toutes seules, c'est DevOps Agent, JS DevOps Agent. L'idée en fait c'est d'avoir un espèce de support engineer qui est, je vais poser au fur et à mesure, qui est disponible 24 heures sur 24. Ce qui fait que si jamais il y a une alerte qui est levée sur un de vos services, quelque chose qui tombe, etc. La première chose qu'il va faire c'est qu'il va prendre l'alerte, il va vous notifier, parce que l'idée c'est que vous avez quand même quelqu'un qui est sur Pager qui va finir par intervenir. Hein. Bon, le temps que la personne elle arrive, il va pouvoir envoyer des messages sur Slack pour dire voilà, j'ai commencé à travailler sur l'erreur. Et puis il va commencer à investiguer. La première chose qu'il va faire, c'est essayer d'identifier la root cause. Donc il va pouvoir avoir accès à vos logs, aux précédents incidents qu'il y a eu, à votre code. Il peut aussi accéder à des services extérieurs, donc du Datadog, etc. Pour essayer, même des trucs de pipeline, hein, de votre CI/CD qui est sur GitHub Actions, sur GitLab, etc. Et donc grâce à ça, il va trouver la root cause et il va commencer à vous build un plan d'exécution pour résoudre le problème. L'idée, c'est que quand votre ingénieur support il arrive, eh ben, il y a un plan qui soit déjà là et qu'il est juste les next steps à exécuter. Qu'on va pouvoir, voilà tout ce qui s'est passé. Et puis ensuite, les next steps qu'il a exécuté pour fixer le problème. Donc voilà, l'idée, c'est de réduire le temps, le MTTR, c'est le Mean Time to Resolution, je crois. Recover. Oui, Resolution, Recover. Quand il y a des problèmes sur votre infrastructure et que vous n'avez pas toute la phase finalement d'étude et de trouver la root cause à faire. Donc plutôt sympa, il y a des démos assez bluffantes sur ça. La deuxième chose, c'est Unified Management in CloudWatch, quelque chose qui était long overdue. CloudWatch, c'est super cool. On aime ou on n'aime pas, mais on n'a pas trop le choix, c'est là où on trouve les logs dans AWS. Sauf que des fois, on a aussi des logs à droite, à gauche, que ce soit chez AWS ou ailleurs. On peut avoir des logs sur Datadog ou autre. L'idée en fait c'est maintenant dans CloudWatch d'avoir une vue unifiée. Donc vous allez avoir des connecteurs que vous pouvez configurer de manière dans l'interface graphique pour vous connecter effectivement à des Prometheus, à des Datadog, à différents outils, ce qui vous évite d'avoir à vous configurer tout ce qui est ETL ou pipeline pour agréger les logs, etc. dans CloudWatch. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même qui était long overdue et on est content que ça soit arrivé. Ça fait plein de plomberies en moins à faire pour avoir ces logs dans un seul endroit. CloudWatch devient un peu plus cool. IAM Policy Autopilot, assez sympa ça aussi, c'est dans la CLI de Kiro. Ça existe aussi soit à travers d'un serveur MCP, soit à travers d'une CLI, c'est open source, un serveur MCP est open source. Et l'idée c'est de se dire, donc c'est en local, ça va pouvoir analyser votre code, vous dire voilà, par exemple, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Il va analyser le code et puis il va vous dire quelles sont les permissions IAM, les policies IAM qu'il faut mettre en place pour ce fichier. Donc voilà, vous demandez, est-ce que tu peux écrire les IAM policy? Et il va vous demander c'est quoi votre compte et votre région. Vous lui dites, hop, et il va vous générer le petit bout de JSON pour les IAM policy. Tac-tac dans 3, 2, 1, voilà. Ce qui est plutôt cool. Allez, la vidéo n'est pas assez rapide. Voilà, vous avez vos policies qui sont là. Et encore une fois, c'est assez simple à installer hein, si vous allez faire comme Tiffany. Tiens. Oui, donc là, on a vu le code, il y avait du S3, il y avait du SQS dedans. Et oui. Parce que là, du coup, c'est pour du Python, mais ça marche sur du Terraform? Ça marche sur, non, du Python, du TypeScript et du Go. Coup dur. Pour l'instant, c'est TypeScript, Python et Go. T'as encore Transform Custom éventuellement. Tu veux convertir ça. Pour l'installer, c'est simple, hein, il y a un GitHub, donc c'est open source. Et vous pouvez aller voir effectivement dans la documentation que soit vous l'utilisez en mode CLI, dites les fichiers que vous voulez analyser,
soit vous pouvez l'installer, le serveur MCP directement dans votre VS Code, Kiro, peu importe, ou la CLI de Kiro. Enfin bref, tout ce que vous utilisez comme agentic CLI IDE. Et trouver tout ça là-bas. Donc voilà, pour les gens qui comme moi veulent faire du code et pas trop de IAM et d'infrastructure, plutôt cool. Plus preview de AWS MCP Server. Aujourd'hui, côté AWS, il y avait plusieurs MCP qui existaient, que ce soit pour la documentation, que ce soit pour tout ce qui est API, etc. L'idée, c'est de consolider tout ça sur le serveur MCP, qui vous donne accès aux dernières documentations, qui vous permet même d'appeler plus de 15 000, je crois, API AWS. Donc vous lui demandez, est-ce que tu peux lancer un bug S3 ou poser n'importe quelle question sur n'importe quoi sur AWS. Et maintenant, il y a juste un serveur MCP. Est-ce que j'ai un petit... pareil, un petit truc, tac. Yep. Ici, même chose, vous avez pour l'installer. Alors, c'est uniquement sur US6 1. Pour l'instant, c'est en preview, pour l'instant, c'est no cost et c'est automatiquement déployé, donc vous n'avez pas besoin de le déployer vous-même. Il y a quelques petites choses à faire et puis ensuite, vous avez à configurer le serveur MCP et ça marche tout seul, c'est assez cool. Encore une fois, pour l'instant, c'est gratuit, c'est fully managed, vous n'avez pas besoin de le déployer. Automatic Management in Service Quota, ça aussi c'était long overdue. Vous avez des quotas sur AWS, aujourd'hui c'est à vous de setup manuellement, de manière un peu compliquée des fois, vos alertes. L'idée c'est que maintenant vous pouvez dire, alors ça reste plus ou moins dur, hein, mais quand vous avez votre quota qui dépasse 80 ou 90%, vous pouvez demander d'avoir des notifications par email, par SMS, même sur des channels Slack si vous voulez. Ça va faire des demandes d'augmentation de quota automatiquement. L'idée c'est que vous ne découvrez pas trop tard que vous avez atteint vos quotas et que c'est un peu short pour faire des demandes. Donc voilà, aussi un truc qui est apprécié, qui était long overdue. Donc on est content d'avoir des alertes SMS quand on atteint 80 ou 95% de nos quotas et puis que ça fasse automatiquement des demandes. Code Commit is back. Hein. La news Reinvent Recap l'année dernière, c'était Code Commit is gone. Recap Reinvent là, Code Commit is back. Code Commit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre outil de gestion de version. Enfin bref, c'est notre espèce de GitHub pour vos repositories. L'avantage, c'est que c'est très très intégré avec AWS. Et du coup, on avait pas mal de gens qui savaient vraiment de toute cette intégration entre Code Commit et AWS. Et du coup, on a écouté et on a relancé Code Commit. Donc voilà. C'était la petite presque blague du Reinvent de cette année. Mais bon. Les required tags for organization tag policies. Ça aussi, c'est sympa, surtout quand on commence à avoir des grosses organisations et des gros projets. L'idée, c'est de mettre en place des policies pour les tags, pour être sûr que ça soit consistant entre tous vos projets, tous vos services. Ça marche avec CloudFormation, Terraform et Pulumi. Donc en fonction du framework que vous utilisez, soit c'est le groupe dans CloudFormation que vous mettez, soit c'est des validation logic dans un des autres. Et Pulumi, c'est des prévus de policy qu'il faut mettre. Donc voilà, moi, je suis plutôt sur Pulumi, mais il faut savoir que ça marche sur les trois. Et ça vous permet du coup de vérifier quand il y a des déploiements, quand c'est sauvegardé, que les tags ils sont bien là et que c'est les bons tags. Donc sympa aussi. CloudFormation Language Server, là aussi sympa si vous utilisez l'extension AWS Toolkit dans votre IDE, dans un Kiro par exemple. Qui l'utilise? Ok. Vous la connaissez l'extension AWS Toolkit? Bon, AWS Toolkit, est-ce que j'ai un IDE quelque part? Là, j'ai un IDE. Ok, vous allez sur le store ici. Oh, AWS Toolkit, oui, j'ai montré hier déjà. AWS Toolkit, vous l'installez et ça vous donne un petit menu tic-tic AWS ici qui vous donne accès, donc vous loguez. Et après, ça vous donne accès à tous vos services, toutes vos stacks, etc. Et donc, moi, je vais avoir mes stacks CloudFormation qui vont être là. Et entre autres, du coup, il y a une nouvelle feature maintenant qui vous permet d'avoir de la validation et de l'autocomplétion dans vos Terraform. Donc, vous éditez vos Terraform. Et non seulement il va savoir quand il y a des policies qui sont manquantes, par exemple, quand vous avez quelque chose, mais qui en plus peut vérifier en fonction des ressources que vous avez ce qui marche pas. Donc c'est un peu un language server, comment ça s'appelle? Un LSP, voilà, pour Terraform, mais qui est aussi connecté du coup à votre compte AWS. C'est un LSP++. Exactement.
Ce qui est assez sympa, encore une fois, pour les gens comme moi qui écrire de l'infra, c'est pas le truc qui m'excite le plus et qui fait des erreurs, ça peut être cool. Drift-aware change set in CloudFormation, on fait beaucoup de CloudFormation là. Pareil, un truc qui est assez sympa, ça n'a pas lancé la vidéo aussi. L'idée c'est que vous avez un CloudFormation qui a été déployé et ça arrive, moi ça m'arrive d'aller faire des modifications. Vous êtes dans l'interface et puis vous changez quelque chose dans la stack sans forcément refléter sur le CloudFormation. L'idée c'est, alors c'est à mettre en place, il faut l'activer. Mais l'idée c'est que ça va vous dire, vous avez votre CloudFormation et vous avez les valeurs qui sont dedans, les valeurs qu'il y a actuellement et ça vous montre la différence entre les deux. Et après vous allez pouvoir du coup mettre en place des règles pour dire est-ce que je veux modifier le CloudFormation pour appliquer les changements qu'il y a eu ou est-ce que je veux revert back les changements pour réappliquer mon CloudFormation. Donc voilà, c'est le drift-aware change, c'est pour ça où est-ce que vous aurez fait des modifications dans votre infrastructure sans forcément mettre à jour le CloudFormation. Donc voilà, vous avez les diffs, etc. qui se sont faits. Donc c'est plutôt cool aussi. Kiro, qui est GA. Bon, ça n'a rien de bien énorme. Kiro qu'on a lancé quand même il y a un petit moment aujourd'hui, qui est notre éditeur basé sur un fork de VS Code. Et si vous suivez, il y a pas loin de toutes les semaines, voire 2 semaines, des nouvelles choses qui arrivent dans Kiro. On a des nouvelles façons de faire des checkpoints, vous pouvez revenir en arrière. On a lancé un programme pour les startups, je vais dire un onglet pour ça. On a lancé un programme pour les startups sur Kiro pour avoir des crédits. Il y en a qui ont des startups ici? Ça part pas. C'est pas start-up française. Sur Kiro.dev, c'est la startup, pardon? C'est pas pour la France. Pas pour la France? Non. Oh. Ah mais ça, ils n'ont pas dit ça. On est dans la liste à côté de l'Iran, de l'Afghanistan et de tous les pays très sympas de la planète. France, Espagne, marche pas. Ah, bon, tristesse. Bon, autre chose quand même qui arrive sur Kiro. Faites une start-up en Allemagne, ça marche. Autre chose sur Kiro qui est arrivé, ce sont les powers. Dans Kiro, maintenant, vous avez des powers. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, dans Kiro, on peut acheter des serveurs MCP. Qui est mais là, vous avez vos serveurs MCP. Vous pouvez avoir des agents steering, vous pouvez avoir des hooks, etc. Enfin, c'est vos specs. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, un power, c'est un peu un regroupement de plusieurs choses. Vous en avez quelques-uns qui sont là recommandés. Vous pouvez créer vos propres powers. Et l'idée, si je prends par exemple le power de Stripe, hop, je peux l'installer. Et si je vais sur GitHub, on va voir à quoi ça ressemble. En fait, ça va être une combinaison de un power.md qui est formaté d'une certaine façon, on va venir voir après, d'un mcp.json dans lequel vous avez le serveur MCP potentiellement pour appeler la documentation, et puis un fichier steering qui vient avec aussi sur le workflow finalement de développement d'une application, là en l'occurrence avec Stripe. Si vous allez sur c'est là que j'avais la documentation, sur les power ici, donc vous avez tout sur comment les installer. Comment ça marche un power? C'est assez facile. Hein. Quand vous mettez un prompt dans votre Kiro, il va aller voir si effectivement il identifie un power qui est pertinent. Il va charger le fichier steering, charger le serveur MCP et il va bosser avec eux directement. Et installer un power, vous avez bien vu, il y a un bouton install, c'est pas bien compliqué. Et si vous voulez créer vos propres powers, c'est pas bien compliqué non plus. Vous avez toute la documentation qui vous dit comment écrire un power.md, comment écrire un steering.md. Et bon, la MCP, c'est la même configuration qu'un serveur MCP. Et donc, ça peut être assez sympa, soit quand vous utilisez des outils externes, soit même en interne dans votre entreprise, si vous voulez faire en sorte que les serveurs MCP, tous les steering, etc., ça soit consistant entre tous les développeurs qui l'utilisent. J'ai perdu mon PowerPoint. Donc voilà, mais dans Kiro, il y a littéralement tout. Enfin, moi je dois passer une news sur une nouvelle feature toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines qui passe. Qui utilise Kiro aussi? Ah, quand même, ok. Ça dépend des jours pairs. MCP Proxy for LS. Ah oui, ça c'est la dernière dont je vais vous parler, qui est assez intéressante. Aujourd'hui, le protocole MCP, il gère un moyen d'authentification qui est le OAuth. Et AWS aime bien utiliser SigV4 pour s'authentifier. Ce qui peut des fois poser des problèmes potentiellement. Vous hébergez votre serveur MCP quelque part sur AWS ou même sur Agent Core et vous voulez de l'authentification. Nous, on va utiliser du SigV4, MCP gère OAuth 2. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un proxy entre les deux pour pouvoir faire la traduction
de l'un à l'autre. Et de la même manière, vous allez, je ne sais pas pourquoi je regarde sur les salles, en fait, je pourrais rester dans mon navigateur. Si je vais là, hop, c'est assez simple à utiliser aussi. C'est open source, tac tac, vous l'avez ici. Il y a un petit truc à installer. Et puis ensuite, hop, un petit serveur MCP, et puis ça va tout marcher tout seul. Le serveur MCP, c'est si jamais si vous voulez faire la connexion entre votre IDE et quelque chose sur AWS. Et sinon, c'est un outil en ligne de commande pour pareil, installer le proxy pour pouvoir faire la traduction entre du SIG-V4 et de l'OS et du SIG-V4. Ce qui est intéressant et ce qui va être de plus en plus utile quand vous allez commencer à héberger des serveurs MCP sur AWS et l'authentification. Comme pour les autres, il y a énormément de relances. Je vous recommande une chose, c'est que sur le YouTube AWS Events, il y a toutes les sessions de Reinvent. Vous savez, les 3500 là. Vous pouvez aller les revoir si vous voulez. Il y a 3500 heures de vidéos. Voilà, allez regarder celles qui vous semblent intéressantes. Et puis c'est à peu près tout pour les annonces. Juste une dernière chose, avant d'aller manger les pizzas. Reinvent, c'est à Las Vegas en décembre, il y a 60 000 personnes. Tout le monde ne peut pas y aller. On est malheureusement désolé. Mais à Paris, le 1er avril, c'est pas une blague. Le 1er avril, il y a le AWS Summit cette année. C'est 10 000 personnes, c'est une journée. On est quand même sur plus réduit. Mais c'est quand même l'occasion, et d'une, de revoir beaucoup des annonces de Reinvent. En plus, depuis les annonces, vous allez avoir aussi des talks avec des clients qui ont commencé à implémenter les nouvelles choses qui ont été mises en place. Il y aura des clients sur scène. Et puis c'est l'occasion de rencontrer des solution architectes, de rencontrer nous, l'équipe, et de voir des démos cool. S'il y a des étudiants dans la salle, cette année, pour la première fois, on aura une zone étudiante réservée aux étudiants avec, je crois, 600 étudiants, avec des entreprises qui sont à la recherche de juniors ou de stages, avec des activités exprès sur tout ce qui est carrière, développement, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est gratuit en plus. C'est le premier avril. Merci beaucoup. Et encore une fois, bon appétit. Parce que sinon il y en avait 350. Et si vous allez sur le newsblog, comme le disait Tiffany tout à l'heure, vous avez toutes les annonces. Des fois c'est juste 2 paragraphes, mais toutes les annonces sont sur la AWS Newsblog.